السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزون بودكاست اللي كنانفيتيو فيه كل مره ان اكتور تاع ليكو سيستيم انتربرونيا انوفاسيون في المغرب. اليوم عندنا واحد ليبيزود سبيسيال بور دو ريزون برينسيبال. لا ريزون الاولى معنا سي امين كرياتيف كوفونداتور تاع كوب اللي هي واحد لا ستارت اب في toute la partie talent acquisition في la partie HR. و la deuxième raison c'est pour la première fois que كنخرجوا من الاستوديو وكنسجلوا في Future of Work Forum Africa. هاد الحلقه غيكونوا فيها بزاف تاع لي انسايت، خليكم معنا. Bonjour سي امين. Bonjour. On est honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui au Causons Podcast. Dernièrement, il y a eu beaucoup de changements au niveau de votre structure. Ouais. Mais avant de parler de ça, Amine, est-ce que à la base tu avais suivi une carrière en corporate ou bien tu étais entrepreneur dès le départ? Alors oui, non, j'ai eu une carrière avant, mais peut-être la question c'est plus est-ce que tu avais la fibre entrepreneuriale? C'est une fibre que j'ai depuis 5-6 ans, quoi. En fait, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs et pour moi, c'était ma cible par la suite, c'est d'avoir ses propres projets, ses propres sociétés, développer des choses, innover. Voilà, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Quelque part, c'est totalement mon ADN. Donc, Excellent. Mais effectivement, quand j'ai fait mes études en France, Ok. et quand j'ai voulu entreprendre, je me suis quand même dit qu'il fallait que je passe par la case entreprise, parce que je pense sincèrement que c'est le meilleur apprentissage. Où on peut se permettre beaucoup d'erreurs sans que ça nous coûte un investissement. Donc c'est, on va dire, ça rentre dans l'approche de Tessin qu'il faut qu'un entrepreneur ait. Absolument. Donc ça a duré combien d'années cette expérience-là salariale? Alors j'ai travaillé pendant 6 ans. 6 ans. En France. Ok. Sur plusieurs sujets, en France, à l'international, dans les Émirats. Et vers 2014, je suis rentré au Maroc pour justement commencer à développer mes premières idées. Ok. Et voilà, donc là, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour partager cette expérience au sein du Future of Work avec un nouveau setup, très sympa. D'accord. Et puis voilà, on va approfondir un peu le sujet. Exactement. Donc ce nouveau setup, donc c'était Quix à la base. Et c'est devenu COP. Exact. Déjà, avant de parler de COP, d'où l'idée est venue? Est-ce que c'était une idée ou bien ça répondait à une problématique à la base? C'est justement l'expérience en entreprise qui m'a permis d'avoir ces idées. J'étais toujours à la recherche de l'idée, justement celle que j'aimerais développer dans un premier temps. Et en fait, cette première idée est venue justement de mon expérience. Donc, j'ai développé une première start-up en 2015. Qui répondait à une réelle problématique, notamment sur le marché français. Donc j'ai lancé la start-up au Maroc, mais je travaillais qu'avec le marché français. D'accord. Et ça marchait plutôt très bien jusqu'à l'arrivée du Covid. D'accord. Très sympa, qui nous a un peu déglingués. Et donc on a dû revoir un peu nos papiers. Et puis en 2022, j'ai lancé justement Quix, avec ce nouveau modèle innovant, scalable, avec une vraie vision au Maroc et à l'international. D'accord. Mais il y a une différence entre la vision et ce qui se passe sur le terrain. Et les réalités, justement, c'est quand on touche au terrain, on voit beaucoup de choses qu'on ne peut pas inventer. D'accord. Et c'était par rapport à quelle problématique? Est-ce que c'était par rapport au recrutement ou bien... En fait, c'était dans le recrutement de manière globale, parce que je voyais un vrai problème en termes d'approche sur le sourcing, sur la qualification, sur vraiment tout le setup de A à Z. La première problématique que j'avais gérée justement sur la première société, c'était vraiment de permettre aux entreprises d'avoir accès à un sourcing rapide, c'est-à-dire de la mise à disposition de CV, qui finalement répondait à un besoin réel sur le marché. Mais petit à petit, LinkedIn a commencé à prendre du pas. Donc finalement, on s'est rendu compte après quelques années que finalement le sourcing n'est plus vraiment un problème, parce que tout le monde a accès au CV. Il suffit d'avoir un LinkedIn Premium, d'avoir un Indeed, et puis voilà, on est bon. D'accord. Donc j'ai compris par la suite que le vrai problème, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire une fois que j'ai les candidats, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est le talent to value ou bien c'est ça ou bien c'est autre chose? Qu'est-ce que tu appelles talent to value? Talent, c'est-à-dire qu'on recrute quelqu'un, mais il n'est mal positionné. Ou bien non, c'est vraiment c'est la partie talent acquisition. Talent acquisition. C'est-à-dire une fois que j'ai mes CV,
Qu'est-ce que j'en fais? Comment je suis sûr d'avoir recruté la bonne personne? Comment je le qualifie? Quels sont les soft skills qu'il a? Est-ce que ça match avec le mindset de ma société? D'accord. Et tout cet accompagnement-là, il est fait encore comme dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est là où nous, on s'est positionné, c'est d'intégrer une notion de data dans ce process. C'est-à-dire d'essayer de comprendre chaque process de recrutement, comment il est fait dans certaines industries. Okay. Et avec ça, on l'intègre dans un système qui, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, apprend. Comme ça, le prochain recrutement qui est fait sur la plateforme, il est encore plus intelligent que celui d'avant. D'accord, donc c'est un système d'apprentissage continu. Exactement. Exactement. Et là, on est dans le future of work. Donc, quels sont les changements, si on peut avoir un exemple concret, de changements au niveau du mode de travail et qui fait qu'aujourd'hui, que votre solution, elle est demandée, elle est convoitée par plusieurs... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que la première chose dont on peut te parler, c'est l'accès à des experts qui peuvent nous accompagner sur un besoin. Parce qu'au final, quand on veut recruter, on a besoin d'avoir de vrais experts. L'accès aux experts a toujours été très élitiste, parce qu'il coûtait très cher. D'accord. Nous, on a fait un modèle où on a intégré beaucoup d'intelligence artificielle et on a fait en sorte que le pricing de ces experts-là devient totalement démocratisé à tout type de structure. Donc, on a créé un modèle où une start-up, une PME et un grand groupe peuvent tous se permettre de se payer ce genre de service. C'est un abonnement C'est un abonnement, c'est un package, c'est du sur-mesure. Il y a différents produits qu'on propose. Donc, il y a le produit avec l'accompagnement de A à Z. Il y a le produit où on peut juste avoir un abonnement SaaS pour utiliser l'IA pour faire la préqualification. Il y a le produit pour faire de l'assessment sur le tech. En fait, il y a plusieurs produits différents sur une seule et même plateforme. D'ailleurs, ce qu'on dit nous, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, on se noie dans l'innombrable solutions HR Tech qui existent. Donc, il y a les agences de recrutement, il y a les solutions de préqualification, il y a les ATS, et on se perd. D'accord. Donc, nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est une seule plateforme où on peut avoir accès, avec les mêmes accès, on a accès à plein de solutions, on choisit le modèle qui nous convient. D'accord. Et ça permet vraiment de proposer une certaine agilité. Mais derrière, donc le premier cas, c'est vraiment déjà de rendre ce modèle le moins élitiste possible, que tout le monde puisse se payer ce genre de service. D'ailleurs, je pense qu'on en a parlé dernièrement par rapport à ton besoin. Ce genre de choses, le pricing que tu peux avoir aujourd'hui, quand tu passes encore aujourd'hui par des experts, c'est 4-5 fois le prix que tu as aujourd'hui. C'est un pricing qui est vraiment huge parce que effectivement, un expert avant, il devait tout faire ça manuellement. Le sourcing, appeler au téléphone, préqualifier. Mais quand on automatise beaucoup de choses, l'IA finalement devient une vraie commodité qui rend le service beaucoup moins cher. Et c'est ça ce qu'on a réussi à faire. Et surtout qu'on est sur un modèle à zéro commission. On n'est pas sur un modèle où quand on recrute, il faut payer un bras, il faut payer un rein. Aujourd'hui, on est sur un modèle où on se positionne comme des copilotes. On accompagne les entreprises avec des flux de candidats et on s'engage sur un volume pour leur permettre de prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé de nom. Parce qu'avant, Quix, c'était sur la notion de rapidité. Aujourd'hui, COP, c'est la notion de copilotage. On vous accompagne. On vous accompagne pour prendre vraiment les bonnes décisions et on vous évite ce grand brouhaha de bruit, de CV sur lesquels on se perd les solutions. En fait, à la fin, toutes les idées sont plutôt claires et vous avez la possibilité de faire le bon choix sur vos recrutements. Donc, on va dire que vous proposez un écosystème complet pour les RH en termes de tout ce qui est recrutement. Voilà, vraiment sur la talent acquisition. Exactement. C'est-à-dire on va proposer des solutions à tous les niveaux, pour toutes les poches, pour que tout le monde vraiment puisse se payer de ce genre de service. Mais on ne le fait pas juste pour permettre à tout le monde de se payer ce genre de service, parce qu'on a besoin de ces gens-là. Quand ils utilisent notre plateforme, c'est ce qui rend notre système beaucoup plus intelligent petit à petit. C'est à travers la data. Exactement. Parce que si on rend le sujet élitiste, c'est très compliqué d'avoir de la data. Bien sûr. Mais quand on permet d'ouvrir ça à tout le monde, ça nous permet aujourd'hui de savoir quelles sont les tensions sur le marché, les salaires identifiés, les signaux, les recommandations. Tout ça, c'est des choses qu'on est en mesure de proposer aujourd'hui. Très bien. Parce que le problème, c'est que quand on fait du recrutement, on a toujours l'impression, à chaque fois qu'on veut faire un nouveau recrutement, de repartir à zéro. Alors que là, il y a déjà tout un travail qui est fait. Il y a déjà une base solide. Exactement. Et parlons de data et d'IA. Aujourd'hui, on va dire que c'est un buzzword
parfois il est mal utilisé ou bien même l'IA n'est pas utilisée de façon optimale. Ben, quels sont les conseils voilà, en termes que tu pourras donner aux entreprises, aux entrepreneurs en termes de cas d'usage d'IA? Ouais. Est-ce que ben, automatiquement ils doivent l'intégrer, mais est-ce qu'il y a des limites qu'ils doivent avoir? Voilà. En fait, l'IA, dans notre cas, a toujours été un sujet où on identifie dans notre process où elle peut apporter une vraie valeur, mais dans la prise de décision. Ouais. C'est-à-dire qu'au final, elle va analyser des choses qui avant nous prenaient un temps fou pour nous donner des indicateurs, et ces indicateurs-là vont nous permettre de prendre des décisions. D'accord. Typiquement, lorsqu'un client chez nous, par exemple, quand il est sur le modèle où il est accompagné en mode copilotage avec des chasseurs de tête indépendants, il reçoit des rapports ultra détaillés avec du scoring, avec les soft skills, les notations soft skills, les recommandations, le gap entre ce profil-là et son besoin, pour lui permettre vraiment de prendre les bonnes décisions. Parce qu'à la fin, c'est pas l'IA qui prend la décision. C'est l'humain. C'est l'humain, exactement. De la même manière, l'IA qui fait passer des entretiens, c'est pas une IA qui passe un entretien, c'est un entretien de préqualification. C'est-à-dire, il y a deux choses. Cette IA, elle est là pour déjà donner la chance aux 300 ou 400 CV qui ont postulé. D'accord, démocratiser l'accès. Parce qu'un HR junior ou confirmé ne peut pas appeler 300 400 CV. L'IA peut faire ça. Donc, imaginez, elle peut contacter 90% des candidats et finalement, cette IA peut identifier des profils que vous n'avez pas vus. Et ensuite, elle vous donne des reportings et des scorings pour vous dire, sur les 350 candidats que j'ai contactés, il y en a 50 avec qui vous devriez avancer en entretien. Très bien. Donc le cas d'usage concret dans votre cas, c'est l'optimisation et l'optimisation. C'est que ça, au final. C'est que de l'optimisation. Parce que l'IA, il ne faut pas l'oublier, c'est une commodité. C'est une solution. En fait, moi, je ne veux même plus appeler ça l'IA. Pour moi, c'est une solution. C'est comme l'Internet. Voilà, c'est une solution qui permet d'optimiser différentes tâches, de booster notre productivité, de réduire les coûts sur certaines choses. C'est ça l'IA. L'IA n'est pas encore en mesure de remplacer l'humain. En fait, elle va remplacer bien sûr certains métiers qui sont plus à forte valeur ajoutée, forcément. Donc, quand on parle de secrétaire ou quand on parle de traducteur, forcément, ces métiers n'ont plus cette valeur. Donc, même aujourd'hui, si on parle de créateur de contenu, moi, je crée du contenu. Oui. Je développe des outils d'outreach pour générer des leads. Mais parce que j'ai cette connaissance et cette expérience pour le faire. Mais une personne qui a 4-5 ans d'expérience, qui n'a pas assez de retour pour comprendre est-ce que l'IA lui dit les choses de la bonne manière ou pas, elle va pas y arriver. Bien sûr. Parce qu'il faut être en mesure de contredire l'hallucination. Bien sûr. Oui. Très bien, excellent. Donc là, on a parlé un peu de COP et avant l'enregistrement du podcast, on a parlé que c'était au même moment que le GITEX et je m'ai expliqué que c'était un peu par hasard. Par hasard. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus parce que tu m'as parlé du Product Market Fit qui est tout récent. Déjà, félicitations par rapport à cela. Je touche du bois, j'espère que ça va continuer. Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, en fait historiquement, et ça, tous les entrepreneurs qui lèvent de l'argent passent par cette étape-là. Ouais. On a déjà levé de l'argent, c'est très difficile. Ouais. Parce que quand on passe par cette étape-là, c'est quelque chose qui valide pas forcément le business model, mais c'est quelque chose qui valide une équipe, qui valide une idée, qui valide une vision. Mais les business models, on ne peut pas le savoir tout de suite. Et nous, depuis qu'on a lancé, on a fait 3-4 pivots. Et ces 3 pivots, c'est parce qu'on avait cet investissement qu'on pouvait se permettre de pivoter, de changer de business model. Un entrepreneur qui n'a pas les moyens ne peut pas se permettre ça tous les jours. Parce qu'à la fin, lui, il doit générer de l'argent. Et est-ce que donc on peut dire que la résilience à elle-même n'est pas suffisante, mais il faut chercher les moyens pour... les premiers moyens qu'on cherche quand on n'a pas de fonds d'investissement, c'est les commandes. Ouais. C'est le retour du marché. C'est des clients. C'est des clients, voilà, exactement. Ouais. C'est ça la première des choses. D'accord. Ensuite,
quand on arrive à cette étape-là, et on n'a pas forcément besoin, parce qu'il y a peut-être certaines startups qui n'ont même pas besoin de lever, parce qu'en fait, ça marche. Mais dans notre cas, vu ce qu'on était en train de construire, qui est un système opérationnel de recrutement et qui est marocain, j'en suis fier, mais qui n'existe nulle part ailleurs. Excellent. Je le dis, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, on est en train de faire ça sur le marché français. On a des clients à Dubaï, on a des clients en Arabie Saoudite. C'est des opportunités qu'on a eues et qu'on a réussi. Mais ces clients-là nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Très bien. Déjà, dans la partie talent acquisition, ce qui est fou, c'est que le recrutement, c'est la même chose partout. Le recrutement, c'est partout dans le monde. C'est partout la même chose. C'est-à-dire, j'ai besoin de CV pour faire passer des entretiens et je dois recruter. C'est le même. Et le modèle de grosse commission, c'est partout. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on était en mesure de développer quelque chose qui pouvait s'adapter, scaler à plusieurs marchés. Rapidement. Exactement. Mais il fallait juste trouver le... Et est-ce que vous aviez eu au départ cette vision de scalabilité à l'international? Depuis le départ. Depuis le départ, de toutes les façons, on a cette vision-là parce que on a pris chaque opportunité qu'on a eue à l'international pour tester, pour voir comment ça marche. Pour nous, la levée de fonds, en tout cas, on va dire 1 an et demi, c'était 1 an et demi de dur labeur, très très compliqué, très dur parce qu'on teste, mais en même temps, on a des investisseurs qui nous attendent. Ils disent ouais, non, mais attends, tu m'as dit que tu allais faire 200 000, tu as fait 100 000. Et comment tu gères cette pression-là? Il faut la gérer. Il faut la gérer avec une anticipation des solutions. C'est-à-dire que tu arrives, tu dis pas j'ai fait 100 000, ça y est, je suis désolé. Non, j'ai fait 100 000, mais voilà ce que j'ai prévu. Mais si tu arrives et tu lui dis j'ai fait 100 000, il va te dire oh, c'est naze. Ouais. C'est normal. Parce que l'investisseur aussi, son travail, c'est aussi de s'assurer que l'argent est utilisé à bon escient. Et d'ailleurs, ça, c'est une étape qui est intégrée dans la validation, parce que ce qui est validé en premier lieu aussi, c'est l'équipe. Qui va gérer cet argent-là? Ok, il y a Jihan, il y a Amin, il y a telle personne. Ok, c'est des gens qui ont une expérience. C'est pas des gens qui vont prendre de l'argent, qui vont aller s'acheter une voiture. Sachant qu'aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Ouais. On peut te donner de l'argent, mais tu peux pas aller acheter une voiture. Donc, non, c'est très chronophage. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment un message que j'aimerais passer, parce qu'on a l'impression que quand on lève des fonds, on a fini. Alors que pas du tout. C'est que le début. Je pense que l'argent d'investissement, c'est parmi les argents l'argent le plus cher en termes de valeur. Exactement. Ouais. C'est que le départ. Parce que là, tu as besoin de montrer. Tu ne peux pas inventer des chiffres. Là, c'est du concret. Combien tu as fait, combien je te donne, et tu avances. Ouais. Et donc, 80-90% des boîtes, ceux qui lèvent au départ, il y a toujours cette phase d'adaptation, de structuration, de pivot. Parce qu'à la fin, on doit essayer d'atteindre les objectifs qu'on a fait. Donc, si le business model que tu as n'atteint pas cet objectif-là, c'est qu'il y a un problème, donc il faut changer. Et donc, ça nous a pris 1 an et quelques, vraiment. 1 an et quelques, jusqu'à fin novembre, où, à force de voyager, de rencontrer des gens, de comprendre que finalement, il y avait telle résistance sur tel sujet, Bon, en fait, il faut répondre à ce que veut le client. Et l'une des choses que le client veut, c'est qu'il ne veut pas payer cher quand il veut recruter. Ouais. Et donc, tu dois faire ton calcul. Et on est arrivé à un moment où j'ai dit zéro commission. Donc, zéro commission, ça marche très bien. Ça nous donne de vrais résultats. Et c'est pour ça que quand on a commencé, on a vu que le résultat commençait à être là, on s'est dit c'est le moment de changer de brand. Donc c'était disruptive, votre solution en termes de zéro commission. Exactement. Et je pense que d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait une certaine ouverture d'esprit et vous n'étiez pas, on va dire, trop attaché à votre solution initiale, mais vous étiez attaché plutôt aux besoins réels des utilisateurs. Si tu es attaché à ta solution, tu es mort. Ouais. En fait, il faut avoir cette agilité et à un moment, il faut dire, OK, qu'est-ce que veulent mes clients? Mes clients, ils veulent travailler avec moi, ils veulent me donner l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ça marche comme ça, de telle façon, de telle façon, de telle façon. OK, fine. Je vais essayer de faire ça. Excellent. Et c'est ce qu'on a fait. On a écouté les clients. On a vu même sur notre plateforme comment ils voulaient que les choses se fassent. Où est-ce que le bouton il doit être? Par exemple, un use case, c'est moi je veux recevoir les rapports des candidats sur mon WhatsApp. D'accord. On l'a fait.
Et c'était des prototypes initialement, vous prototypez avec eux, ils testent ou bien En fait, dès qu'on voit qu'on a un certain nombre de clients qui nous demandent la même chose, on la développe. That's it. ouais, Voilà, c'est tout. On la développe ouais, et on sait que finalement, ça va être utilisé par d'autres. C'est aussi simple que ça. Et on a ouais. une vraie agilité sur la partie développement. Ça nous a pris aussi beaucoup de temps. De Excellent. structurer, d'avoir une équipe, d'avoir... et ce process-là, il est ultra important. Il est ultra important de savoir combien de temps il me faut pour développer ça, qui va travailler sur ça, avoir les bonnes solutions, que je sois sur Discord ou ClickUp. Il faut que tout soit bien setup. Ouais. Quand tout est bien structuré, là, tu peux commencer à te dire, OK, now I'm on the good track, Ouais. let's scale. Je pense que c'est un bon use case pour vous parce que Mm. vous avez recruté des personnes. Donc, il y a plusieurs. C'est un use case pour vous également en tant que Absolument, COP et Quick. absolument. Et Et on adapte, en fait, on adapte à l'équipe. On essaye de travailler dans un environnement où tout le monde peut être à l'aise. Et D'accord. qui est surtout centré sur les livrables. d'accord. Donc, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ramènes à cette société aujourd'hui? et Ton c'est- coût par rapport à ouais. ce que tu ramènes. Quand je te ramène, c'est par exemple pour les commerciaux, combien de chiffres d'affaires tu as réalisé. Ouais. Pour l'opérationnel, combien de recrutement a été fait. Ouais. Pour la tech, combien de livrables tu as fait. Donc, Ouais. tout ça, il faut le mesurer, le setup, savoir combien ça KPI, coûte, les KPI, voilà, c'est exactement. Parce que ce qui arrivait avant, mais ce qui continue à arriver avec certaines boîtes, c'est que ils sont plutôt par rapport à la présence, le nombre d'heures, la cible. Non. Alors que Ça, le plus important, c'est les résultats. C'est en une termes de- connerie. Mais c'est pas une connerie. Ça dépend des métiers. Ouais. C'est-à-dire, typiquement, aujourd'hui, dans les métiers de la tech, on a tout pour mesurer le travail. Ouais. C'est livrable. Est-ce que j'ai été livré à temps ou pas? Hmm. Que le mec, il vienne à 10h, qu'il se casse à 13h, moi, je m'en fous, en Ouais, réalité. ouais. Et même moi, je te dis, 100% de mes équipes tech travaillent à distance. À distance. J'en ai un à Rabat, un à Agadir, Ouais. un à Bni Mellal, un à Ifrane. Et vraiment, c'est pas une blague. Hein. Et il y a une certaine confiance. Mais on travaille tous les jours, tous les matins, 9h30, daily. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à faire demain? Il n'y a pas je ne suis pas présent au daily. Ouais. À part je suis malade. Mais la présence obligatoire. Ok, toi, tu dois faire ça. Le lendemain, tu as livré. Ok, let's go. Tu n'as pas livré, pourquoi? Donc il y a des rituels Il y a qui des- sont bien sûr, il mis faut en installer place, des des rituels. systèmes, Exactement. etc. Il y a des Très rituels. bien. Sinon, tu ne peux pas laisser tes équipes tech et tu ne leur parles pas pendant 3 jours et tu attends à ce que le travail se fasse Ouais. tout seul. C'est impossible. Ouais, excellent. On a parlé au départ de pivot, mais cette période-là elle était challengeante pour toi, pour la boîte, etc. Quelles sont les qualités qui vous ont permis, mis à part l'ouverture d'esprit, etc., qui vous ont permis de rester ancré dans votre mission? Est-ce que c'était de la résilience, quand vous avez pu développer ça? Donc, Ouais. C'est la résilience et l'écoute. l'écoute. C'est la résilience et l'écoute. L'écoute, c'est-à-dire écouter ton marché. D'accord. Si tu veux avancer à l'aveugle et tu n'écoutes pas ton marché, ça sert absolument à rien. Quand tu écoutes ton marché, c'est que tu sais de quoi... Aujourd'hui, on est en mesure, nous, de savoir ce que les entreprises veulent. Ouais. On a assez d'expérience pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce pas. qui marche pas? Et la résilience, évidemment, c'est de venir tous les matins avec la même pêche, avec la même envie, Ouais. et surtout, en tant que CEO, moi, j'ai toujours... je partage beaucoup de choses. C'est-à-dire, on fait des points avec toute l'équipe. Ouais. Je fais des points, voilà, moi je gère la commerciale, je gère la tech, je fais beaucoup de choses. Très bien. Je fais beaucoup de choses, mais en même temps, je parle beaucoup. Je parle beaucoup pour partager ce que j'ai dans la tête, c'est-à-dire la vision, le projet. Et on fait des points chaque 2-3 mois et on se dit, ce qu'on devait faire, voilà, on l'a fait. Pour comme ça, en fait, l'équipe, si tu lui donnes pas un objectif, mais vraiment long terme, en fait, pourquoi on va travailler avec toi? Ouais. L'un des premiers objectifs qu'on a eu, c'était la levée de fonds, on l'a faite. Très bien. Après, le deuxième, c'était de trouver le bon business model. On l'a fait. Après, le branding, on l'a fait. Maintenant, notre objectif aujourd'hui total, c'est le scale. Très bien. Excellent. Aujourd'hui, on doit scaler. Ouais. C'est-à-dire que d'ici fin d'année, on doit voir une courbe qui évolue. On a construit un asset de fou qui aujourd'hui a une vraie valeur pour les investisseurs. Mais ce qu'attendent aussi les investisseurs, c'est est-ce que ça marche? Ouais. Et c'est ça notre objectif aujourd'hui. Excellent. Ben, bon courage pour cet objectif-là. Merci. On a parlé de qualité. Peut-être ça peut être l'opposé, mais les erreurs
qui sont récurrentes, que tu as vues avec des startups, ou bien même que vous avez vous-même mis dans... En fait, moi, il y a plus, en fait, c'est surtout les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience et en fait, ils n'ont pas assez de profondeur de marché. D'accord. Et des fois, ils vont venir lancer des solutions juste parce qu'ils ont envie de lancer. Ce que je peux comprendre totalement. Mais il faut écouter aussi ceux qui ont un peu d'expérience. Ceux qui vont leur dire bah, attention, ça existe déjà. Ne fais pas telle erreur. Et j'ai eu cette expérience-là avec des startups, je vais pas la nommer, dont je connais très très bien le business model et je sais très bien que ça marche pas. Parce que j'en ai vu plein dans le monde et je sais que ça marche pas. Et je leur dis, ça va pas marcher pour telle et telle raison. Mais non, en fait, non, tu dis n'importe quoi. Ça, c'est dommage parce que moi, dans mon cas, quand on m'a conseillé, et que, par exemple, quand je voulais lancer le modèle d'avoir accès à des chasseurs de tête indépendants, on m'a toujours dit, ça marchera jamais. Sauf que moi, je vois des choses qu'eux, ils ne voient pas. Et quand j'ai vu naître des boîtes aux États-Unis et en France et aux Émirats qui faisaient la même chose, c'est-à-dire ce modèle de chasseur de tête indépendant, freelance, pas le business model de zéro commission. Et là, bon, on s'est dit, ok, tiens, Amine, peut-être... D'ailleurs, les investisseurs, c'est ça, hein, parce qu'ils ont fait leurs études, ils ont vu qu'il y avait des boîtes. Et c'est comme ça, c'est ça ce qui les a encouragés. Mais il ne faut pas s'arrêter à juste là. On voulait nous pousser un peu plus, on intégrait la data. Donc en fait, c'est vraiment écouter tout simplement, quoi. S'il y a ça ne veut pas dire écouter, ça veut dire accepter, mais prendre en compte ce qu'une personne peut dire. Moi aussi, j'ai remarqué la même chose, c'est que j'ai rencontré pas mal de startups et qui sont orientés solutions. C'est-à-dire, il vient et dit, moi, par exemple, j'ai un background technique en développement, etc. Ben, je vais proposer ces solutions-là. Exactement. Et je pose la question, est-ce que tu as parlé déjà à des personnes? Non, je n'ai pas encore parlé. C'est ça. En plus, bon, aujourd'hui, il y a quand même un petit avantage, c'est qu'on peut sortir un prototype très vite. Exactement, ça, c'est rapidement. Mais c'est toujours orienté solution. Malheureusement, quand on est jeune entrepreneur, surtout quand on n'a aucune expérience en entreprise, on ne peut pas savoir comment on peut vendre une solution. Juste vendre une solution, c'est un métier. Créer le bon contenu, la bonne approche, le bon funnel, c'est autre chose. Donc, je peux avoir la meilleure solution. Si je ne sais pas la vendre, qui va l'acheter? Oui, qui va l'acheter, exactement. Ça, c'est également un des pain points. C'est comment vendre la solution, comment pitcher, sur quelle structure. Un entrepreneur aujourd'hui, il faut qu'il soit hybride. Il faut qu'il soit totalement hybride. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en capacité de développer sa solution, mais il faut qu'il soit en capacité de la vendre. Ça, c'est obligatoire. Il faut savoir pitcher. Si tu ne sais pas pitcher ta solution, prends un associé qui sait le faire. Et c'est parce que sinon, ça ne marche pas. Moi, le gros avantage que j'ai eu, c'est que je suis hybride dans le sens, je suis tech projet. C'est ce que j'ai fait en entreprise. Mais en même temps, les 3 dernières années, j'étais manager. Surtout, je faisais du business. Ok. Et c'est là où j'ai appris la réalité du terrain, comment on marche et comment il faut parler, les émotions, comment il faut discuter avec son client, le pitch. Mais sans ça, je n'aurais jamais réussi. Donc, il faut également chercher, il faut faire un bilan des compétences qu'on a et chercher là où il y a un manque, trouver soit un cofondateur ou bien même un associé qui va accompagner. Et je pense qu'en t'écoutant encore une autre fois, c'est que tu as parlé de growth mindset, dans le sens où tu n'as pas été limité que par tes compétences initiales, mais on voit qu'il y avait une courbe d'apprentissage continu. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui ressort. Absolument. Et je continue. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'IA, je suis en mesure de faire beaucoup de choses moi-même. C'est-à-dire, là, on en a parlé tout à l'heure, on a fait un podcast. L'idée était simple, c'est juste de faire discuter 2 IA sur notre solution, sur un sujet en particulier, et sur des petits formats de 4-5 minutes. Et ça donne de bons résultats. Bien sûr. Les newsletters, le format, le design, c'est avec ça, je suis fait accompagner par l'IA. Les campagnes LinkedIn, pareil, j'ai fait la même chose.
J'ai développé une solution SaaS de A à Z pour faire de l'outreach et de la génération de leads à travers des signaux et de l'envoi de messages personnalisés. J'ai tout fait moi-même. Excellent. Donc, mais c'est beaucoup. Moi, je travaille 7 jours sur 7, mais je suis passionné aussi. Ouais, je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais. Et puis, j'ai un objectif derrière. Et j'ai une tendance, c'est que j'aime pas... en fait, il y a des investisseurs qui m'ont fait confiance. Ouais. J'ai pas envie de les décevoir. Très bien. J'ai pas envie qu'un jour, ils disent j'ai fait confiance à Amine, ça marche pas. Et ce qui peut arriver, parce que finalement, sur 10 startups qui lèvent sur les premières levées, il y a quand même un bon chiffre qui s'arrête. Je pense je sais pas, 90%, quelque chose du genre. Beaucoup. Et moi, je pense que ces qualités-là, c'est ce qui a permis le pivot. Et on va dire, moi, j'étais connu au départ à partir de LinkedIn. Parce que je voyais que j'étais trop active. On s'est rencontrés à un événement physique, on a échangé, etc. Et j'ai vu comment vous avez évolué. Et pour moi, c'est une histoire qui peut inspirer pas mal de startups parce que... Moi, je partage beaucoup en tout cas. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs. Quand je suis sollicité, je fais beaucoup de visio. Je prends une trentaine de minutes pour parler. Parce que j'aurais aimé qu'on me partage beaucoup d'erreurs. En fait, on ne m'a pas dit beaucoup de choses et je l'ai découvert moi-même. J'aurais aimé qu'on me dise fais attention à ça, fais attention sur la due diligence, sur les associés, sur l'approche business, sur les investissements, sur la technologie, sur la protection de ton code. On a fait tellement d'erreurs, qu'aujourd'hui on a le cuir il est très bien. Donc il n'y a plus rien qui nous fait peur. Et c'est bien déjà pour être positif, c'est que vous avez fait ça au départ. Donc avant de scaler, avant d'avoir des fonds, parce que... De toute façon, on n'aurait pas pu scaler avec ça. Et quand on va scaler, Inch'Allah, il va y avoir d'autres problèmes. Il va y avoir d'autres trucs. La capacité peut-être, parce qu'on aura une demande, la capacité à gérer, les serveurs qui tombent. Quand on va discuter avec des investisseurs, la valo, ceci, non, moi c'est tel nom, moi c'est tel chiffre. Moi. Il va y avoir les problèmes, c'est tout le temps. Jusqu'au moment où on fait l'exit. C'est ça parce qu'on développe. L'objectif aussi, c'est qu'à un moment qu'on fasse, c'est pas de sortir de la société, c'est que tu fais un exit parce que la société elle commence à tourner, ça tourne. Parce qu'en fait, c'est pas par rapport à la personne, mais c'est par rapport à la société, par rapport à l'impact. Donc à un certain moment, il faut diversifier les entrants dans l'associé, dans le capital. Un entrepreneur à lui seul ne peut pas être source d'idées éternelles. Donc à un moment, il faut un nouveau souffle. Il faut une personne qui partage la vision et qui va apporter son grain, son truc à l'édifice. Et ça touche, exactement. Donc moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire un entrepreneur, jusqu'à la cinquantaine, il sera toujours là à donner des idées. Mais au bout d'un moment, en fait, quand tu n'es plus assez sur le terrain, parce que tu as des enfants, parce que tes enfants grandissent et que tu as besoin de partager des moments comme ça, il faut avoir quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans, de nouvelles idées, qui va pouvoir donner des choses nouvelles. D'accord. Donc il faut toujours chercher de la talent acquisition, de la complémentarité. C'est toujours de la nouveauté, toujours. Moi, c'est ce que j'adore. Moi, ce que j'adore, c'est créer et avoir des idées tous les jours. Très bien. Tous les jours, j'ai quelque chose de nouveau. Tous les jours, tout ce que je développe, vraiment tous les jours. Et effectivement, moi, j'ai trouvé mon bonheur avec l'IA. En fait, j'étais tellement, quelque part, un peu frustré de ne pas pouvoir être en mesure de développer les choses comme je voulais, parce que je ne peux pas tout faire. Bien sûr. Au bout d'un moment, en fait, avec l'IA, j'ai trouvé mon bonheur parce que je pouvais faire des choses, des idées, et je maîtrise la chaîne de A à Z. J'ai besoin de personne. Et je peux le faire moi-même tout seul. Oui, bien sûr. Sur mon PC. C'est magnifique. Sur les 2 derniers mois. C'est magnifique. Sur les 2 derniers mois, moi avant, on me proposait parfois des solutions de gestion de projet ou autres. Et c'était hyper cher. Je disais, ou bien même des abonnements que j'avais mensuels. J'ai enlevé ces abonnements mensuels, j'ai développé mes propres solutions qui sont déployées gratuitement. Exactement. Et ça c'est des fois,
on peut développer notre propre solution. Ça va, c'est pas les solutions, c'est tes propres solutions. Ouais. Parce que faut pas oublier que un Claude Code, par exemple, te permet de développer un MVP qui est opérationnel. Mais Claude Code ne te permet pas de développer une solution qui va scaler. Parce que Claude Code peut t'aider à développer, mais il ne va pas t'assurer le framework, la sécurité, les serveurs. Ça, c'est autre chose. Autre chose. Donc, on a toujours besoin de l'humain. Toujours. On aura toujours besoin de lui. Et ceux qui n'ont plus de travail aujourd'hui, bah, ils vont être sur autre chose. Ouais. Ça tourne toujours comme ça. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur, au contraire. Mais après, bon, faut pas rester sur le quai alors que l'IA est en train de passer. Donc, la moindre des choses, c'est de se former à l'IA. Très bien. Et vous, en tant que coop, par rapport à vos clients, est-ce qu'il y a cette partie-là d'anticipation de ce qui va se passer au niveau du marché? On n'est que sur ça. Que sur ça. Que sur ça. Ça fait partie des choses. Quand je te parle de créativité, c'est d'essayer de comprendre comment ça va être dans 4-5 ans. Et je pense que nous, on a déjà anticipé. Excellent. C'est-à-dire que notre système opérationnel, en tout cas dans notre vision, on se dit c'est que dans les prochaines années, des systèmes opérationnels de recrutement comme COP, il y en aura partout. Donc, est-ce que c'est le nôtre qui va utiliser ou c'est un autre? On verra. D'accord. Dans ce cas-là, on va attendre et voir. On verra. Je pense que peut-être c'est par rapport il faut avoir un certain avantage compétitif que sûrement vous allez développer, Inch'Allah. Moi, j'ai une toute dernière question par rapport à l'écosystème Startup et Innovation au Maroc, parce que ça fait des années que tu en es un acteur. Et comment tu vois le développement? Quels sont les conseils que tu pourras donner en général pour l'écosystème? En fait, la nouvelle génération, aujourd'hui, a quand même beaucoup d'avantages par rapport à nous. Nous, quand on est arrivé, on a démarré, il n'y avait rien. D'accord. L'écosystème, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais vraiment, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'écosystème, on ne sait pas ce que c'est qu'une start-up. Les aides, il y en avait très peu. Il n'y avait quasiment pas d'investisseurs. Ah ouais. Là, aujourd'hui, après 10 ans, on est en mesure d'avoir des Innova Idea, des 500 000 dirhams par-ci, des 400 000 dirhams par-là. Je peux enchaîner avec une petite levée à 2-3 millions de dirhams. Je peux même avoir des aides à travers la banque. Mais nous, on n'avait absolument rien. Les interlocuteurs ne comprenaient même pas ce qu'on racontait. Donc, on a en fait participé à construire un petit écosystème qui est encore tout petit, mais qui devrait grandir avec sa vitesse, parce que n'oublions pas que le marché marocain, notamment sur le digital et la tech, ça reste un petit marché. C'est un petit marché. Des noms d'utilisateurs. Même quand on voit LinkedIn, par exemple, aujourd'hui, dans notre cas, il y a à peu près 2,5 et 3 millions d'utilisateurs sur LinkedIn au Maroc. D'accord. En France, il y a 25 millions d'utilisateurs. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que notre modèle aussi nous permet quelque part de rendre visible l'invisible. Parce que c'est pas tout le monde qui est sur LinkedIn. Qui est sur LinkedIn. Donc, des fois, quand on fait travailler des chasseurs de tête sur un certain besoin, eux, ils connaissent des candidats qui sont même pas visibles. Ouais, ça peut arriver. Et voilà, c'est... Non, on est encore vraiment au début, j'espère, d'une grande histoire. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amine, pour cet épisode. Merci Avant beaucoup. de terminer l'épisode, donc on va passer, on va dire, au rituel de la fin. C'est l'elevator pitch d'une minute par rapport à votre startup. Ok. Alors, en une minute, COP, c'est un système opérationnel de recrutement qui se positionne comme une alternative aux 100 000 solutions de recrutement qui existent sur le marché, sur la partie vraiment talent acquisition. On permet aux entreprises d'avoir accès à des chasseurs de tête à la demande à 0 commission. On leur permet d'avoir accès à des IA de préqualification pour gérer leurs pré-entretiens. On permet aux candidats d'avoir accès à des IA pour les préparer aux entretiens. Et toutes ces solutions-là sont connectées par de la data, par de l'IA, pour rendre chaque recrutement réalisé sur la plateforme encore plus intelligent que celui d'avant. Merci beaucoup, Amine. Je vous souhaite bonne continuation, bon courage
Et vraiment, on est honoré de t'avoir aujourd'hui là parmi nous. COP écrit l'histoire pour voilà, les startups marocaines et surtout dans la partie talent acquisition. Voilà, on a hâte de voir la continuité de votre startup. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup pour l'invitation. L'invitation, c'est l'investissement. L'investissement, le Canadien chez Floss. Inch'Allah, future. Why not? Pour l'invitation. Et puis, de toute façon, je pense que tu auras des news à travers nos différents canaux. Merci beaucoup. Barakallah fik. Merci.